d'abord, je voudrais bien remercier l'Université de Liège d'inviter l'AIDE à ce genre de colloque, à ce genre d'échange qui est vraiment très intéressant. Habituellement, l'AIDE est une intercommunale plutôt discrète, mais on ne fait jamais l'attention des médias que lorsqu'il y a des inondations. Donc on s'étonne pourquoi, de là où l'AIDE travaille, il n'y a pas d'inondation ou peu d'inondations. Le reste du temps, entre deux inondations, on est ceux qui coûtent cher, trop cher évidemment, et on est aussi ceux qui embêtons les aménageurs du territoire, parce que dans les zones qu'on utilise, qu'on protège, on essaie d'être attentif à ce qui s'y fait. Alors, l'AIDE n'est pas nécessairement connue, donc ce sera une présentation en 4. Oui, il y a des modifications effectivement dans les présentations. Une présentation en 4 étapes et à 2 voix. Donc je ferai les 3 premières qui sont en fait le passé et le présent aujourd'hui actuel. Et Jérôme nous présentera la gestion des eaux de pluie qui pour moi représente le futur, donc les solutions qu'on va pouvoir apporter très modestement dans une gestion plus globale des eaux de pluie. Ce qui va permettre, parce que je pense que c'est là l'essentiel pour demain, c'est de réconcilier la gestion du territoire, l'aménagement du territoire et la gestion des eaux, et particulièrement des eaux de pluie. Bon, je vois qu'il y a des tas j'espère que... Bon, voilà, je vais revenir sur celle-là. Effectivement, donc l'AIDE, c'est l'Association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège. On dit donc bien AIDE parce que c'est plus simple, et prière de dire AIDE parce qu'on n'est pas une annexe du CPAS. Nous sommes une intercommunale pure, nous regroupons les 84 communes de la province de Liège. Nous avons été fondés en 1928 suite aux inondations catastrophiques de 1926, je vais revenir dessus. Nous sommes basés à Saint-Nicolas, donc c'est pas très loin d'ici. Nous avons donc été créés en 1928 quelques communes autour de Liège pour régler des problèmes de démergement, protection contre les inondations. En 1976 et en 1980, nous allons avoir en plus la mission d'assurer la collecte et l'épuration des eaux usées sur tout le territoire de la province de Liège, donc les 84 communes. Ce n'est pourtant qu'en 2000, quand on va créer la SPGE, qu'on va effectivement pouvoir lever les fonds et disposer de l'argent pour pouvoir réaliser ces installations. Donc depuis 20 ans, on a donc vraiment développé très fortement toutes ces infrastructures. Dans la foulée, en 2003, la SPGE a aussi poussé pour que l'on reprenne l'égouttage des communes, enfin les nouveaux égoutages et les rénovations d'égoutages. Nous sommes là-dedans, dans cette matière-là, je dirais, à la fois on assure l'étude, les investissements, les maîtrises d'ouvrage, etc., la surveillance des travaux, de façon à ce que les égoutages soient faits correctement. Nous n'assurons pas l'exploitation. L'exploitation reste au niveau des communes. Depuis 2013, nous développons en interne des services d'aide aux communes en matière de gestion d'eau, évidemment. On ne va pas s'occuper d'autre chose. Et plus particulièrement, dans notre plan stratégique, non, je reviens, c'est pas vraiment tout à fait ça, nous avons développé ce qu'on appelle une approche air-to-air. Vous connaissez l'approche B2B, B2C, S2B, etc. Nous, c'est air-to-air, du robinet au ruisseau. C'est un clin d'œil aux consultants habituels, évidemment. L'idée, en fait, c'est de dire qu'il faut que le cycle de l'eau, le cycle anthropique de l'eau, depuis l'habitation jusqu'au rejet dans le cours d'eau, soit maîtrisé par un seul et même organisme, l'AIDE, se proposant évidemment de le faire. Nous travaillons déjà avec les communes, notamment pour les aider à mieux connaître leur réseau. Donc nous avons des cadastres, des audits, des endoscopies, etc., de manière à que les communes connaissent mieux leur réseau, cartographier tout ça, et nous leur réalisons, à la demande évidemment, et c'est payant malheureusement, des plans de gestion patrimoniale, qui sont, à mon sens, déjà en train de préfigurer ces fameux plans de gestion intégrés de l'eau par agglomération, qui sont vraisemblablement des choses qui seront imposées dans la prochaine directive sur la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines, directive en cours de révision. On saura ici le 26 septembre si cette option a été retenue ou pas par les personnes qui ont dû analyser ces propositions politiques de l'Europe. Voilà, ça c'est pour cette présentation rapide de l'AIDE. Le démergement, oui, ça a l'air d'être correct. Le démergement, c'est un mot que vous ne trouvez pas dans le dictionnaire déjà. Donc il faut effectivement à chaque fois un peu expliquer de quoi il s'agit. L'origine, en fait, c'est l'exploitation minière. Vous savez que sur l'axe Aisne, Sambre et Meuse, on a exploité le charbon.
particulièrement dans la période industrielle, parce que là on a vraiment besoin d'énergie, notamment pour l'industrie métallurgique. Ceux de la carte que vous voyez à gauche, c'est les concessions minières qui ont été accordées de manière à pouvoir exploiter le charbon dans le sous-sol. Il y a une tache blanche, je ne sais pas si vous la voyez vraiment, mais sur Liège, Liège a refusé, Liège en chaîne commune, a refusé qu'on exploite le charbon en dessous de ses habitations et de ses immeubles, à très juste titre d'ailleurs, parce qu'ils se sont très vite rendus compte que quand on exploitait le charbon en sous-sol, ce n'était pas sans conséquence sur la surface. Plus particulièrement, on s'est rendu compte que pour 1 mètre de charbon qu'on exploite dans le sous-sol, on peut estimer que le sol en surface va s'affaisser de la moitié, donc de 50 cm. On n'a pas exploité 1 mètre, on a exploité des couches de plus de 1 mètre et plusieurs couches. Et c'est pour ça qu'on peut considérer qu'en amont et en aval de Liège, certains terrains, et particulièrement dans la plaine alluviale, se sont affaissés de 2, 3, 4 jusqu'à 6 mètres. Si vous traversez le pont de Serein, je dis bien, et vous avez devant vous le château Coqueril, dites-vous bien qu'un siècle et demi avant, il était 6 mètres plus haut. 6 mètres, c'est 2 niveaux de maison, évidemment. Alors, ce n'est pas des affaissements locaux, comme ça, c'est des grandes cuvettes qui se forment. Ça a évidemment différentes conséquences. Ça a eu différentes conséquences sur le bâti, bien sûr, sur les entreprises aussi. Mais une des conséquences les plus marquantes, ça a été le fait que la plaine alluviale de Meuse s'est retrouvée de plus en plus à porter des inondations. La Meuse, elle reste à un même niveau. Son axe hydraulique reste identique, en fonction, évidemment, elle varie en fonction des pluies, évidemment, des débits, mais il ne bouge pas en tant que tel. Par contre, les terrains devenaient de plus en plus accessibles aux inondations. C'était des petites inondations, c'était des plus grosses inondations, et jusqu'au moment où la catastrophe est arrivée, je crois qu'en fait, les images d'archives que l'on a pour des inondations de 1926, elles font vraiment écho aux images d'inondations qu'on a ici vécues au mois de juillet, les véhicules en moins et les équipements électroménagers en moins aussi. Bien, effectivement, là, pas de chance pour les gens, ils fêtaient le nouvel an, enfin je ne sais pas s'ils le fêtaient à l'époque, mais en tout cas le 1er janvier 1926, la Meuse connaît un pic absolument impossible à gérer, vraiment très 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 élevé. Et 6 000 habitations vont être inondées, l'activité industrielle qui était très active dans la vallée, notamment du côté de Serein, va être arrêtée pendant de nombreux mois. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, la Belgique, la Wallonie, était une des plus grandes puissances mondiales, et donc industrielle mondiale. Et donc là, ça va être un sacré coup dur. Il va y avoir vraiment de l'apparition de maladies. Ça a été considéré comme une catastrophe nationale, et donc l'État est intervenu, c'était encore l'État fédéral à l'époque, et les dommages vont être évalués plus ou moins à 1 milliard d'euros, rien que pour les immeubles. Alors qu'a fait l'État belge à ce moment-là? Il s'est évidemment penché sur la Meuse proprement dit, a donc rectifié son profil, a rectifié son cours, l'a dragué, a enlevé des îles et surtout l'a endigué, donc a construit de grandes digues de part et d'autre, de manière à ce que le fleuve reste dans ces digues. Ça veut dire qu'en fait le flot va plus vite chez les Hollandais, mais en tout cas il reste dans les digues, il n'inonde plus Serein, etc. Le souci, ça ne suffit pas évidemment, à partir du moment où vous mettez votre fleuve dans une baignoire, toutes les eaux qui arrivent derrière les digues, elles ne savent pas s'évacuer. Si vous faites un trou dans la digue pour évacuer ces eaux-là, fatalement, ça joue dans les deux sens. Ça, c'est le principe des vases communicants. Et donc, que va-t-il se passer? Effectivement, il va falloir épuiser ces cuvettes qui sont derrière ces murs, de manière à reprendre toutes les eaux de pluie qui viennent des collines, qui viennent de la plaine, et évacuer également toutes les eaux usées, etc., pour les remettre en permanence dans le fleuve, ce qu'elles ne savent plus faire de façon gravitaire. Et c'est donc cette nécessité de construire des ouvrages particuliers qui fait qu'on a créé l'émergement. Et là, c'est un point que je pense assez intéressant. L'État national a dit, écoutez, ça c'est de l'aménagement du territoire, c'est pas mon problème. Nous, moi, je m'occupe de la Meuse. Vous, les communes, vous vous occupez de construire tous ces équipements-là. Et donc, les communes, elles étaient un peu dépourvues. Elles ont créé l'AID à l'époque, il n'y avait pas encore d'épuration, de façon à régler ce problème-là et développer un plan d'action comme on fait maintenant, etc. Et réaliser toute une série d'infrastructures. Actuellement, donc l'AID, eux, et l'héritière évidemment de l'AID, même société, on exploite 48 stations de pompage et plus ou moins 200 km de conduite. Selon quels principes? 3 principes. Je vais faire très simple là-dedans. Le premier principe, c'est de dire on ne veut pas que les eaux qui viennent des collines viennent remplir la plaine. Donc essayons d'intercepter toutes ces eaux-là pour éviter qu'elles ne viennent remplir la cuvette. Donc on a réalisé une série de collecteurs de ceinture, donc c'est des grands ouvrages à, je veux dire, à mi-colline ou tiers de colline, avec des relais qui sont reliés à la Meuse au travers de
de conduite étanche. Et l'étanchéité est importante. Si on fait un trou là-dedans, ben, ça ne sert plus à rien. On a perdu le bénéfice. Ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe a été de dire que tout ce qui tombe dans la plaine, on va le pomper. Et donc, on a créé une série de stations de pompage qui permettent effectivement, en temps de crue ou en permanence, parce qu'il y a certains endroits, le fond de Serein, par exemple, est en permanence sous le niveau de l'eau, le niveau de la Meuse, même en temps d'étiage, de pomper ces eaux pour les renvoyer en Meuse. Alors, en fait, le troisième principe, c'est quelque chose qu'on n'appliquait pas à l'époque, qui était de dire, puisque les terrains sont descendus, on va remblayer. Bon, on n'allait pas remblayer le fond de Serein de 6 mètres de terre, ça n'avait vraiment pas de sens à l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines zones qui étaient démergées par l'industrie, Cockerill pour ne pas le citer, qui sont maintenant s'ouvrent à une nouvelle urbanisation. Et alors là, des fois, il suffit parfois de remblayer d'1 mètre ou de 2 pour pouvoir régler le problème. Et donc, on pousse à ce que ces friches industrielles soient remblayées avant d'envisager de les démerger, dans le sens où on l'utilise par un système de pompage notamment. Alors là, c'est quelques images pour vous montrer à quoi ressemblent nos stations de pompage. Si vous vous promenez le long de la Meuse, même en voiture, vous ne pouvez pas les manquer. C'est ce genre d'infrastructures qui ont connu des architectures différentes selon les époques. Passons. Bien. Évidemment, ce démergement, il est là pour l'éternité, mais c'est pas pour ça nécessairement qu'il est éternel, et donc il est soumis à une série de défis. Le premier défi, c'est le vieillissement des ouvrages. Ça, c'est notre popote. Je dirais, c'est vrai que les ouvrages, il faut les entretenir, il faut les rénover, il faut les vérifier, il faut les moderniser en tout cas. Il y a des problèmes de challenge qui sont l'après-mine, c'est-à-dire quand on a arrêté l'exploitation du charbon, on a donc arrêté de pomper l'eau dans les mines. Donc les nappes sont remontées, donc les terrains qui étaient descendus de 2-3 mètres ou de 5 ou de 6 mètres, ils vont doucement remonter, mais de quelques centimètres. Mais c'est des choses qu'il faut tenir compte parce que les terrains montent, mais les eaux réapparaissent. Et donc il faut aussi les gérer dans les réseaux. Ce qui nous intéresse plus et qui nous inquiète beaucoup plus, mais j'ai quelques contacts pour permettre d'essayer d'anticiper ça, c'est l'urbanisation. On n'arrête pas d'urbaniser dans ces zones protégées ou dans les zones qui contribuent aux zones protégées. Il y a une modification des régimes de pluie avec les changements climatiques qui fait qu'on ne sait pas trop bien vers quoi on va. On parle de 30% de plus de débit alors que les ouvrages ne sont pas calculés pour. Il y a la modification des régimes de crues, ça on vient d'en parler, les niveaux qui vont être atteints. Nous, on ne peut pas non plus faire face à tout nécessairement. Et il y a donc pour nous une véritable nécessité de vérifier tous les ouvrages. Et donc, je vous disais, le dernier point, c'est l'urbanisation des friches industrielles. L'industrie s'en va, on réurbanise. Il faut qu'on puisse trouver des solutions au cas par cas, remblayer, démerger, que sais-je, pour ces zones-là. Mais en tout cas, il faut y penser. C'est vraiment très, très important. Les inondations, ici, ben voilà, les images, vous les avez tous vues. Pour nous, on peut retrouver des images quasiment similaires des inondations de 26. C'est un événement de type exceptionnel, on en a déjà assez parlé. Ce qui est important pour nous, pour le démergement, on ne peut fonctionner qu'à l'abri d'une protection directe efficace. S'il n'y a pas la protection directe, l'eau passe au-dessus de la protection directe, nous, on va tourner en rond, on va repomper dans ce qui nous amène. Donc il faut qu'on arrête. Les protections sur la Meuse, on l'a dit, ont été efficaces, pas de problème. À Liège, des limites, mais enfin bon, il s'est passé quand même. Par contre, les protections directes de l'Ourthe ont été submergées, et c'est pour ça que le démergement a perdu 5 stations de pompage qui ont été noyées en Gleur. Fort heureusement, on a pu les remettre en service très rapidement, mais n'empêche que bon, elles ont été débordées parce que la Lourdes avait débordé. Cela étant, mis à part cela, le démergement cet été a protégé plus de 13 000 habitations, de nombreux immeubles, des hôpitaux, etc., des industries. On peut estimer, mais c'est vraiment à la très grosse louche, qu'on a épargné des dégâts pour 800 millions d'euros, voire même un petit peu plus. Alors c'est vrai qu'on coûte chaque année, de temps en temps on touche le jackpot, si je puis dire. Donc sauf les quartiers d'Angleur, là où j'ai donc expliqué effectivement qu'on avait eu un souci parce qu'on avait été débordé par Lourdes. Bien, ça c'était pour ce point-là. Les leçons qu'il faut en tirer, l'importance des protections directes, et là je m'adresse effectivement au SPW, il est absolument important de remodéliser tous les axes hydrauliques de la Meuse, de l'Ourthe, de la Vesdre, avec les scénarios climatiques les plus sévères, si je puis dire. Il faut effectivement, non seulement ça, mais vérifier, le cas échéant, rehausser ou prolonger des protections directes, mais ça, je suis très heureux d'entendre qu'il y a une étude qui est lancée là-dedans.
En termes d'urbanisation, nous plaidons pour une mise en forte, rapide et forte des mesures générales des PGRI, des plans généraux de risque d'inondation, et qu'on y mette les moyens, parce que c'est vraiment, vraiment important, et qu'on aille de plus en plus vers une gestion intégrée de l'eau dans les projets d'urbanisation. Ensuite, les ouvrages d'émergement, c'est notre popote, mais il faut qu'on s'y mette aussi. Il va falloir qu'on les recalcule, on va refaire des études de résilience. C'était déjà dans le tube, fort heureusement, donc on ne part pas de rien. On avait déjà lancé ça il y a 3-4 ans, et on avait aussi demandé des subsides au niveau de la SPGE, de façon à pouvoir réaliser la rénovation et la modernisation de nos ouvrages, en tenant compte de tous les éléments, changement climatique, etc. Donc là, quelque part, c'est parti. Bon, l'événement ici, ça nous donne un boost du tonnerre pour pouvoir pousser ces événements-là. Je passe la parole à mon ami Jérôme, qui va nous parler de quelques solutions qui sont prônées non seulement par l'AIDE, on pousse pour ce genre de choses, mais dites-vous bien aussi que tous les organismes d'assainissement agréés en Wallonie nous suivent dans ce genre de choses, enfin nous suivent, même nous précèdent dans certains cas. En tout cas, il y a une volonté commune de faire des choses ensemble et pour le futur. Jérôme, merci, je te passe la parole. Merci. Merci. Merci donc pour cette première partie, Jean-Pierre. Et donc j'enchaîne sur cette problématique donc, de gestion des eaux pluviales, une problématique qui nous tient particulièrement à cœur à l'AIDE, puisque donc c'est à l'initiative notamment des organismes d'assainissement agréés de la région wallonne que l'on a pu modifier le code de l'eau pour introduire une hiérarchie des moyens d'évacuation des eaux pluviales. Donc il est maintenant obligatoire pour tout nouveau projet, que ce soit un petit ou un gros projet, d'infiltrer ces eaux pluviales dans le sol. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique que l'on peut trouver un autre moyen d'évacuer ces eaux pluviales, mais l'infiltration doit vraiment devenir la norme en Wallonie. Les raisons de ce changement, je pense qu'on ne va pas revenir sur le fait que les pluies sont plus intenses maintenant que ce qu'elles n'étaient il y a quelques années. Donc, on le sait forcément, les réseaux d'égouttage qui ont été calculés, qui sont forcément anciens, qui ont été calculés avec des normes qui ne sont plus les normes actuelles, sont devenus à beaucoup d'endroits insuffisants. Et également, on constate qu'une pluie forcément plus intense ruisselle beaucoup plus et a moins tendance à aller recharger les aquifères. Donc l'obligation d'infiltrer les eaux pluviales permet au minimum de soulager les réseaux d'égouttage, de limiter le fonctionnement des déversoirs d'orage et donc de limiter l'apport d'eau usée et de pollution dans la nature, d'améliorer le fonctionnement des stations d'épuration qui préfèrent une eau chargée à une eau diluée et évidemment de recharger de manière plus directe les nappes aquifères. Donc au sein de l'AIDE, on était un petit peu moteur de cette modification du code de l'eau avec nos collègues des autres intercommunales. Et donc on veut vraiment faire en sorte que cette obligation d'infiltration soit respectée le plus possible. On a donc développé deux types d'avis, deux types d'analyses que l'on propose à nos communes. Donc des avis simples que l'on peut remettre sur les permis d'urbanisme et d'urbanisation qui se bornent entre guillemets à vérifier que le code de l'eau est respecté, donc que notamment cette hiérarchie d'évacuation des eaux pluviales est bien respectée. Mais également, on a développé un service d'analyse détaillée des projets d'urbanisme et d'urbanisation, où là, on s'associe véritablement aux auteurs de projets pour les accompagner et pour les aider et valider leurs choix qui sont faits pour la gestion des eaux, tant usées que pluviales. Donc, on vérifie leur dimensionnement, on vérifie la conception, on vérifie le fonctionnement de leurs futurs ouvrages, de telle manière qu'on aboutisse à un projet qui fonctionne bien, tant pour la gestion des eaux usées que pour la gestion des eaux pluviales. Donc infiltrer les eaux, c'est très bien, mais bon, c'est quelque chose qui est un peu tombé sur le dos des auteurs de projets en 2017 sans beaucoup d'accompagnement, on va dire. Hein. Donc encore faut-il infiltrer les eaux de manière correcte et réussir finalement son infiltration des eaux. Donc, il y a quand même quelques principes sur lesquels on insiste énormément chez nous dans nos communes, également auprès des auteurs de projets. Quelques principes à respecter pour réussir l'infiltration des eaux. Bien évidemment, il faut collecter les eaux de pluie de manière séparée. Il faut limiter au maximum la perméabilisation des surfaces, c'est complètement bête à dire, mais on voit encore énormément de projets avec des dalles de béton imperméables, là où on pourrait avoir des revêtements un peu plus perméables et peut-être éviter des ruissellements, hein, tout au qui ne ruisselle pas, on ne doit pas la gérer. Éviter de déplacer l'eau, on n'est plus du tout dans une gestion des eaux pluviales où on collecte les eaux dans un réseau d'eau pluviale pour les amener 500 mètres plus loin dans un bassin d'orage ou un bassin d'infiltration, ou en tout cas dans un ouvrage de grande ampleur. On va essayer de gérer l'eau au plus près possible de là où elle tombe. On va viser aussi à ne pas enterrer l'eau. Enterrer l'eau, c'est la cacher. La cacher, c'est ne pas avoir le contrôle visuel sur son fonctionnement, ne pas vérifier que les choses se passent bien, que l'eau est finalement bien gérée, que l'ouvrage fonctionne bien. Et aussi, ne pas l'enterrer, c'est conserver l'eau dans les zones les plus perméables du sol. La couche de surface est souvent, en tout cas dans 95% des cas, bien plus perméable que les couches plus en profondeur.
faut viser aussi la plurifonctionnalité des ouvrages et des espaces qui sont créés. Donc on ne doit pas nécessairement consacrer une zone pour l'infiltration. On peut infiltrer dans une plaine de jeu, on peut infiltrer sous des parkings, on peut infiltrer de multiples manières dans des ouvrages qui ont aussi une autre utilité. Dans des espaces, pardon, qui ont aussi une autre utilité. Multiplier les techniques, donc de ne pas se borner à une seule technique, se dire je dois absolument tout infiltrer par des tranchées drainantes, comme c'est beaucoup le cas dans la plupart des projets. Il y a d'autres manières d'infiltrer qui sont parfois bien plus efficaces. Et enfin, ça c'est très important, je pense, pour les urbanistes, envisager la gestion des eaux dès les premières esquisses des projets. Donc il ne faut pas infiltrer là où il reste de la place, il ne faut pas concevoir tout son projet et puis se dire bon, ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mes eaux? Et c'est encore comme ça que ça fonctionne assez souvent dans les projets qu'on voit passer. La gestion des eaux pluviales en particulier, doit vraiment être un élément structurant de votre projet et ça doit être envisagé dès le départ pour ne pas se retrouver coincé une fois qu'on a placé ses routes, ses maisons et ses places publiques. Quelques mots sur le dimensionnement des ouvrages. La difficulté finalement de dimensionner un ouvrage d'infiltration par rapport à un bassin d'orage comme on le faisait précédemment, c'est que la performance de l'ouvrage sera directement liée d'une part à la perméabilité du sol, donc ça c'est un élément qui est variable selon où on se trouve, mais également directement lié à la superficie qu'on pourra lui consacrer. Forcément, plus un ouvrage d'infiltration est étendu, plus il va pouvoir infiltrer de grandes quantités d'eau en moins de temps. Ce qui est important à retenir, c'est que dans la plupart des cas, d'après ce qu'on a pu constater, en Wallonie, même quand la perméabilité n'est réputée pas très bonne, 10 à 15 mètres carrés suffisent pour infiltrer les eaux pluviales générées par une superficie imperméable de 100 mètres carrés. Donc il faut pouvoir consacrer un peu de terrain, mais ce n'est pas aussi important que ce qu'on pourrait le croire de premier abord. Donc on a vu beaucoup de plans qui se centraient sur le bassin de la Meuse et sur la Belgique. Ici, on va revenir à une échelle un petit peu plus locale. Donc moi, ce que je fais dans mon travail, quand je rencontre les gens qui conçoivent, par exemple, une maison simplement, c'est essayer de dédramatiser la chose et de ne pas se dire que l'infiltration des eaux sur une parcelle est nécessairement coûteuse, nécessairement demandeuse d'espace ou nécessite des coûts particulièrement élevés. Donc sur une parcelle, pour autant qu'on ait un petit peu de jardin autour, et un petit peu, c'est vraiment un petit peu, puisqu'il faut 10 à 15 mètres carrés pour gérer 100 mètres carrés de surface imperméable, on n'a pas besoin d'avoir 1000 mètres carrés de terrain pour pouvoir infiltrer ces eaux. On peut être un peu imaginatif et infiltrer ces eaux dans des massifs de fleurs, au pied des haies. On peut faire, comme c'est illustré ici, planter sa haie sur un petit monticule de terre et permettre de créer une petite zone qui va être légèrement humide en cas de forte pluie dans le fond de son jardin. On peut au contraire prévoir sa clôture dans un creux pour infiltrer les eaux vraiment au pied de sa clôture sur son jardin. Donc la plurifonctionnalité des ouvrages, ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis, je pense, sur ce petit dessin la balançoire au même endroit que la zone un peu humide du fond du jardin. Forcément, quand il y aura un orage particulièrement intense, on ne fera pas de balançoire. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté finalement à trouver une petite zone pour infiltrer les eaux sur son petit projet de construction de maison. Bien entendu, toujours penser à essayer de végétaliser les toitures. C'est des ouvrages qui peuvent retenir, stocker et consommer une partie de l'eau. Toujours prévoir des allées et en matériaux le plus perméable possible. On va éviter d'imperméabiliser quand ce n'est pas nécessaire. Il y a des petits dispositifs techniques qui voient le jour un peu partout comme ceci, pour les gens qui préfèrent un peu pouvoir cuber les choses, pouvoir calculer ça de manière un peu plus carrée. Des petits ouvrages que l'on place dans le sol, on y plante une haie, ça devient invisible, et c'est quelque chose qui ne coûte pas bien cher et qui permet de gérer des quantités d'eau assez intéressantes. On peut évidemment toujours prévoir ce type d'ouvrage, qui est vraiment ce qu'on voit dans la plupart des projets, mais qui, moi, me semble un petit peu aberrant d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, et je trouve ça un peu plus invasif que des solutions un peu plus douces et plus écologiques que l'on peut trouver sur son jardin. Il faut quand même prendre un peu de recul par rapport à des projets un peu plus importants, où là on n'est pas sur la construction d'une seule maison. Ici c'est un projet d'urbanisation que l'on a pu suivre à l'AIDE avec l'auteur de projet dans le cadre des services que l'on propose, et où on a pu développer ce projet où toutes les eaux pluviales sont gérées à 100% sur l'ensemble de la parcelle, sans aucun réseau, sans un mètre de tuyau, sans un avaloir, simplement par ruissellement. Donc l'ensemble des zones imperméabilisées qui sont les voiries, les allées et les petits chemins piétons sont simplement gérés par leur pente dans les espaces verts qui sont créés ici en bordure des voiries.
Donc ces espaces verts sont en réalité de larges genoux. Donc c'est peu profond, c'est assez étendu, ça amène quelque part un peu d'espace vert forcément dans le paysage. Et simplement, par ruissellement, les eaux aboutissent dans ces noues qui sont largement dimensionnées et qui sont conçues pour déborder en cascade. Donc si une noue vient à déborder, elle n'impactera jamais les maisons, mais elle va déborder vers les noues suivantes jusqu'à aboutir à ces larges noues qui sont, elles, extrêmement surdimensionnées et qui permettent de gérer pratiquement tout type de pluie. Là où on a moins d'espace, on multiplie les techniques. En dessous de la noue, on prévoit une tranchée drainante pour augmenter la capacité de rétention et pour augmenter la surface disponible pour l'infiltration. Comme les jardins sont petits, on infiltre avec des systèmes qui sont peu demandeurs d'espace. Ici, donc des citernes d'infiltration, c'était une volonté d'avoir un volume de récupération d'eau de pluie. Donc on récupère l'eau de pluie dans la première partie de la citerne qui est étanche et la deuxième partie est en béton poreux et permet d'infiltrer le surplus de manière très simple. En cours de conception, voilà ce que ça donne, puisqu'on a suivi le chantier, donc on a pu se rendre compte de la manière dont on réalisait les choses. Donc on a les cheminements piétons, les voiries et les noues qui sont en cours de création ici. Les noues un petit peu plus étroites et un petit peu plus profondes, là où on a moins de place. Et puis une fois que c'est végétalisé, une fois que les revêtements sont là, ben voilà, donc c'est très simple, c'est très simple et c'est parfaitement efficace. Efficace, on l'a testé en grandeur réelle, en faisant couler de l'eau dedans. Avec un camion, on a vu que ça fonctionnait très bien et on l'a testé véritablement aussi cet été. Bah, tout va bien, l'hiver ça va bien aussi. Donc je pense que c'est des solutions qui sont à promouvoir pour l'avenir. En tout cas, nous on y travaille. Quelque chose sur lequel je voulais aussi insister, c'est que pour les nouveaux projets, finalement, c'est vrai que si on cherche un petit peu, on peut dégager des moyens pour gérer les eaux de manière douce par infiltration. Je crois qu'on peut aussi envisager maintenant la déconnexion des eaux pluviales du réseau. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas demander l'impossible forcément aux gens. J'ai pris volontairement ici une rue particulièrement compliquée où on se dit que la déconnexion va être vraiment difficile. Hein, c'est deux fronts bâtis avec des maisons mitoyennes de part et d'autre. Demander l'impossible aux gens, c'est ridicule, mais je pense qu'on pourrait envisager, dans certains cas, de demander une déconnexion des façades, des pans de toiture arrière, par exemple. Dans une rue telle que celle-ci, si on coupait les tuyaux de descente qui sont localisés à l'arrière des habitations et qui ramènent tout dans l'égout, on pourrait économiser jusqu'à 30% d'eau claire dans le réseau d'égouttage. Donc comme les réseaux sont insuffisants, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher. Ça se fait déjà en France, dans le nord de la France, avec des primes qui sont octroyées par les autorités locales pour la déconnexion des eaux du réseau. Il n'y a pas que les particuliers qui doivent s'y coller, mais à mon sens, je crois que quand on refait une voirie, on doit aussi pouvoir envisager la possibilité d'arrêter, de remettre les eaux pluviales de la voirie dans le réseau d'égouttage. Ça ne sera pas possible partout, mais lorsque c'est possible, évidemment, si on a un peu d'espace de part et d'autre de la voirie, on l'a vu, on peut faire des noues, on peut faire des systèmes assez simples de conception, mais lorsqu'on est dans des voiries où il n'y a pas d'espace de part et d'autre, on peut tout à fait envisager de refaire des chaussées réservoirs, où là, le principe est de réinjecter les eaux dans le coffre de la voirie et de les gérer simplement sous la voirie. Donc l'intérêt de ce genre de dispositif, c'est que pour 1 mètre carré de voirie imperméable, on a 1 mètre carré de surface disponible pour infiltrer juste en dessous. Donc le rapport surface imperméable et surface disponible pour l'infiltration est pratiquement, à mon sens, imbattable. Voilà, j'en arrête ici.